Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux nouveautés d'Ansys pour la dernière version, la version 2022 R1. Je me présente, je m'appelle Bernard Feuillard, je travaille dans l'équipe technique de 4FEM. Puis c'est moi qui vais donner cette présentation-là dans l'heure qui suit et on va se focaliser surtout sur les aspects structurels et mécaniques. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, juste une petite explication technique. On est en train de suivre ensemble cette présentation avec ici l'interface Teams. C'est une présentation qui est enregistrée et rediffusée en direct. Petit temps de délai, quelque chose comme 20 secondes pour le direct, puisque tout est enregistré. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ou qui vont nous rejoindre un petit peu en retard, ils vont avoir l'enregistrement qui va débuter au temps 0, qui était en fait à 2h moins 10 quand l'enregistrement a débuté. Donc n'hésitez pas à vous déplacer un petit peu au niveau du curseur pour vous mettre au temps de début. Donc là, je suis en train de parler à ceux qui vont se connecter dans le futur. Voilà. On joue entre différents temps, le présent, le passé, le futur. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut ici pour revenir en arrière, pour mettre pause si vous devez vous absenter quelques minutes et reprendre le cours de la présentation à votre retour. Donc n'hésitez pas à utiliser cette option-là. Ensuite, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas non plus à les poser en direct. Je ne promets pas d'être capable de gérer en même temps la présentation et les différentes questions. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, je vais réserver dans tous les cas un temps en fin de présentation pour répondre à toutes les questions qui auront été posées. Voilà donc pour l'interface Teams pour suivre la présentation. Et puis maintenant, on peut se lancer dans le vif du sujet. Donc les nouveautés de la version 2022 R1 avec une focalisation sur tous les aspects structurels, mécaniques. Je ne vais pas parler uniquement des dernières nouveautés, je vais parfois aussi évoquer certaines nouveautés de l'année dernière pour essayer de montrer, de mettre les choses un petit peu en perspective. Il y a parfois eu certaines améliorations l'année dernière qui ont été conduites sur la version 2021 R1, puis ensuite dans la continuité, notre amélioration sur la 2020 21 R2, et ensuite on retrouve une autre amélioration dans la même continuité sur la version présente. Donc parfois je vais me permettre un petit peu ces grands écarts pour montrer justement cette cohérence et en quoi ces améliorations peuvent être mises à la suite des autres pour l'utilisation. Au niveau des améliorations, des nouveautés, il y en a un très grand nombre, comme de manière habituelle. Je vais présenter ici uniquement certaines de ces nouveautés-là, parce qu'on n'a pas le temps en 1 heure de toutes les présenter. Donc c'est un choix qui est un petit peu personnel sur les choses qu'on va présenter. On a essayé de se focaliser sur le choix par rapport à ceux qui parlent au plus grand nombre. Ça se peut que pour certaines utilisations spécifiques, il y ait certaines nouveautés qui ne soient pas présentées ici. En tout cas, c'est pas grave, je vous indique à travers cette slide-là où retrouver l'ensemble des nouveautés. Donc il y a toute une série de sites de données. Essentiellement, à travers l'aide, vous allez avoir accès aux détails, point par point, parfois même des tutoriels qui vont être présents dans l'aide pour comprendre comment utiliser, comment mettre en place ces différentes innovations, améliorations, nouveautés. Donc au niveau de l'agenda, on va parler bien entendu de l'interface Ansys Mechanical, on va parler d'optimisation de fabrication additive, je vais vous montrer pourquoi je les ai mis ensemble. On va parler un petit peu d'acoustique, d'LSDyna, d'Ansys Forming, un nouveau produit, des améliorations notamment en termes d'intégration d'Ansys Motion. On va parler d'automatisation, on va parler de données matériaux et je vais vous présenter aussi une direction pour Ansys avec Ansys Connect. Donc, je commence avec la partie mécanique. Alors pour la première nouveauté, c'est peut-être pas ce que vous allez tous utiliser de prime abord, mais en tout cas, c'est la première chose qui saute aux yeux quand on va ouvrir Mechanical. On va voir ici ce petit Geometry Import qui va apparaître. Alors, ça correspond à quoi? L'idée, c'est de pouvoir créer des assemblages sans avoir à passer par un logiciel CAD, mais de pouvoir les créer, ces assemblages, directement dans Mechanical. Donc pour cela, on peut venir créer différents blocs, dont certains vont pointer vers une pièce, par exemple locale, d'autres vers une autre pièce, par exemple sur un serveur, etc.
on va créer les spaghettis, les petits liens ici en rose que vous voyez vers notre bloc. Et ensuite, on va obtenir notre système assemblé tel quel dans Mechanical. L'idée d'avoir ce Geometry Import, ça va permettre de pouvoir gérer les liens de chacune des pièces constituant l'assemblage, de les remettre à jour s'il y a besoin, de modifier le lien s'il y a besoin. Donc c'est là l'utilisation de ce Geometry Import. Voilà donc pour cette partie pré-processing voilà, c'est la première chose qui va peut-être sauter aux yeux quand on ouvre la nouvelle version. Autre chose, cette fois-ci pour le post-processing, on avait vu dans la version précédente que quand on crée une sonde au niveau des résultats, maintenant si on demandait à déformer la pièce, les sondes allaient suivre la déformer. Et bien dans la continuité de cette amélioration-là, il y a maintenant la possibilité aussi de mettre des codes couleurs au niveau des sondes, tels que vous pouvez le voir ici. Donc le message, c'est plutôt si vous n'utilisiez pas les sondes dans le passé, parce que vous aviez décidé, conclu que c'était peut-être pas idéal en termes d'utilisation, bah, ça peut valoir le coup de se reposer la question dessus. Vous pouvez chacune d'entre elles les créer ou les supprimer individuellement en faisant clic droit sur la ligne correspondante. Ensuite, en termes de nouveautés, on avait présenté l'année dernière la possibilité de modéliser ou en tout cas d'importer des données d'autres logiciels, de logiciels d'injection dans le bloc statique structural. L'idée, c'est de pouvoir travailler de manière extrêmement précise sur des matériaux composites à fibres courtes. Dans ces matériaux-là, il y a souvent des simulations qui sont faites en interne à travers différents logiciels comme Moldflow, comme Moldex, comme Sigmasoft ou CADMold, pour pouvoir comprendre le positionnement des fibres, leur direction. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer tout ça dans Ansys. Donc, on avait présenté l'année dernière la création de ce bloc Injection Molding Data, montrer que ça permettait d'importer des précontraintes, d'importer des directions de fibres principales. Et là, il va y avoir une ou deux nouveautés là-dessus que je vais vous présenter juste après. Juste pour remettre dans le contexte, quand vous avez Injection Molding Data, que vous utilisez les données de vos logiciels d'injection et vous obtenez dans Static Structural, grâce à ce petit spaghetti ici, les directions principales ici en rouge, donc là c'est rectiligne, après ça baisse un peu, donc vous voyez comment les fibres sont positionnées dans la matière, et vous pouvez obtenir aussi le taux de fibres qui est dans cette direction principale. Parfois on peut avoir 100% des fibres qui sont orientées dans la même direction, parfois on peut avoir 60% des fibres dans la même direction, puis 40% des fibres dans une direction autre, ou un petit peu dans tous les sens. Donc ça va avoir un impact sur les propriétés matériaux. Et cette information qui vient de la simulation d'injection est directement importée. Si on veut avoir ensuite les propriétés matériaux, pour l'expliquer avec plus de détails que ce que l'on a fait peut-être sur les updates de l'année dernière, on peut passer par le bloc Material Designer. Ce bloc Material Designer, on va lui donner deux inputs principaux. Premièrement, on va lui donner les propriétés des fibres de manière indépendante. On va lui donner les propriétés de la résine qui va englober ces fibres. Et lui, à partir de ces informations-là, il va être capable de créer un matériau équivalent. Donc pour avoir ce matériau équivalent, il a aussi comme information le taux de fibres, son taux volumique, son taux massique, qui est connu pour notamment les propriétés d'injection. Et il va en sortir cette cartographie que vous voyez là. Il va dire si 100% des fibres sont orientées dans la même direction, alors on aura tel module de Young dans la direction des fibres et tel autre module de Young dans une direction orthogonale, par exemple. Si on a 80% des fibres dans la même direction et 20% dans d'autres directions, on aura tel module de Young dans la direction des fibres et tel module de Young dans une direction orthogonale. Et donc là, il va nous cartographier comme ça les propriétés matériaux concernant le module de Young, le coefficient de Poisson, mais aussi les coefficients de dilatation. On peut toucher d'autres aspects en termes de matériaux. Donc ensuite, Ansys Mechanical a tout ce qu'il faut pour modéliser la partie structurelle de manière précise. Il connaît la direction des fibres, le taux de fibres dans cette direction principale, et ensuite il a cette cartographie qui lui permet ainsi de trouver la propriété matériau en tout point. On applique ensuite nos déformations, nos pressions, nos forces de manière standard. Et pour l'analyse des résultats, eh bien on peut demander par exemple des contraintes von Mises équivalentes, mais souvent ce n'est pas ce qui est demandé sur tout ce qui est études composites à fibres courtes. Souvent ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les résultats, par exemple, contraintes en traction dans la direction des fibres. Bien là, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand vous créez un résultat contrainte maximale, par exemple, principale, elle se met de manière standard dans le système de coordonnées global.
il y a possibilité de changer ça et de demander le Solution Coordinate System, le système de coordonnées de la solution. Et dans ce cas-là, on va avoir les contraintes dans la direction des fibres que l'on a importées. Donc comme ça, on peut avoir vraiment les contraintes en traction pure, les contraintes en cisaillement par rapport à la direction de ces fibres-là. Et ça nous fait du coup un procédé de simulation de matériaux composites à fibres courtes qui est complet de la prise en compte du comportement lors de l'injection avec les précontraintes jusqu'à l'étude des résultats dans la direction des fibres. Dans les nouveautés là-dessus, on a notamment, pour ne citer que celle-là, le fait de pouvoir importer des données créées par Molflow ou par Moldex 3D sur tout ce qui va être les cordons de soudure. C'est des cordons de soudure par injection, il y a souvent un traitement spécifique pour ces aspects-là dans la partie injection. Et donc maintenant, on peut rajouter le fichier résultat qui provient de l'injection dans Antis Mechanical. Voilà donc pour cette partie complémentaire. Ensuite, on avait vu aussi l'année dernière le fait qu'on pouvait mettre en place, importer de manière plus aisée des super éléments. Un super élément, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on prend une structure qui est flexible, on la maille, et on va obtenir comme résultat ce qu'on appelle une base modale, c'est-à-dire on va avoir les fréquences propres et les modes propres associés. Sur la base de cette base modale, on va pouvoir réaliser des calculs particulièrement accélérés pour la suite. Donc on sort de l'idée du maillage, on a uniquement le résultat comme base modale, et toute déformation n'est que combinaison linéaire de ces modes propres. Donc c'est rapide, par contre, on est linéaire, c'est-à-dire que la rigidité de la pièce est constante, quel que soit le niveau de déformation. Donc on avait vu qu'avec ce Condensed Geometry, on pouvait importer ces pièces condensées. Maintenant, dans les nouveautés, c'est qu'on peut créer ces super éléments de manière beaucoup plus simple. On a un nouveau bloc qui est disponible, qui s'appelle Génération de sous-structures, à partir de laquelle on va pouvoir créer ces super éléments. On importe la géométrie, on importe les points d'accroche, on va mailler, et on va obtenir derrière, sous solution, clic droit, exporter, notre fichier super élément qui est prêt à emploi. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, on peut ensuite venir le charger. L'idée, c'est de se constituer, pour ceux qui en ont le besoin dans leur industrie, une base de super éléments prêts à emploi qu'on peut venir importer dans notre système. On avait commencé la présentation de Mechanical ici avec les nouveautés sur comment importer des pièces CAD et réaliser l'assemblage sous Mechanical. Ici, l'assemblage il serait fait directement sur la base de super éléments. Ensuite, dans les nouveautés, j'aimerais parler de Inverse Solving. Donc ça, c'est une option qui existe depuis un certain temps, qui n'est pas forcément connue, donc je vais essayer de donner un exemple, et ensuite je montrerai quelques nouveautés sur le domaine. Donc le Inverse Solving, ça correspond à quoi? En fait, ça correspond à fonctionner à l'envers. De manière standard, on donne une géométrie, on donne des cas de charge, et on regarde comment ça se déforme. Ici, on fait l'inverse. On donne la géométrie déformée, on spécifie le cas de charge qui doit mener à ces déformations-là, et on obtient comme résultat la géométrie initiale. Pour pouvoir activer cette option, il suffit uniquement de faire un calcul statique. Dans les paramètres d'analyse, dans la partie avancée, réglage avancé, on va pouvoir activer, en mettant oui, l'option Inverse Option. Donc ici, c'est un exemple où j'ai pris une bague élastique qui a pour vocation à maintenir une pièce cylindrique en position. L'idée, c'est d'avoir un maintien qui soit assez conséquent parce qu'on voudrait, par exemple, réaliser des opérations de fabrication sur cette pièce cylindrique. Donc il faut imaginer qu'on viendrait par exemple percer plus tard. Donc il faut que cette pièce cylindrique ne tourne pas, il faut qu'elle ne sorte pas de cette bague, il faut qu'elle soit vraiment maintenue. On connaît les efforts de fabrication, donc on peut estimer les efforts de précontrainte qui sont requis pour maintenir en position notre pièce cylindrique. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé 200 newtons. Ensuite, on a besoin que cette bague élastique, une fois qu'elle est déformée, que le système est mis sous précontrainte, que la géométrie externe soit parfaitement cylindrique. L'idée, c'est que si elle est parfaitement cylindrique, on puisse la passer de machine en machine parce qu'on aurait un système de fixation qui fonctionne pour des systèmes cylindriques. Eh bien, dans cet exemple-là, je donne une géométrie parfaitement cylindrique, j'applique mes 200 newtons sur chacune des faces, et le logiciel me donne une géométrie, ici ovalisée. Pour vérifier que tout fonctionne bien, on exporte
la géométrie obtenue, le résultat obtenu, clic droit, exporter, fichier STL. Ensuite, si on le souhaite, on peut reconstruire la géométrie sur la base de ce fichier STL. Comme ça, plutôt que d'avoir des splines, on va avoir une succession de rayons, quelque chose qui est plus facile à fabriquer, et on peut vérifier le résultat. Donc on importe notre bague qui est ovalisée, on importe notre ici pièce cylindrique qui a vocation à être maintenue par la bague. On voit bien qu'on a une pénétration initiale. On fait travailler un 6 pour récupérer, sortir de cette pénétration-là, pour travailler sur les contacts. On a un contact ensuite qui est bien géré, et on regarde, on constate qu'on a effectivement une géométrie qui est réellement cylindrique comme résultat, et on pourrait ensuite aller vérifier les forces au niveau des contacts, et on va retrouver quelque chose de très proche de 200 Newton. Donc ça, c'est ce que fait l'option Inverse Solving, avec un exemple ici concret. Maintenant, dans les nouveautés, cette option Inverse Solving, déjà depuis l'année dernière, elle permet de gérer des non-linéarités, et en plus, maintenant, elle peut être combinée à d'autres types d'éléments, par exemple les éléments Link 180 ou Combine 39, qui sont donnés ici pour des analyses, en l'occurrence sur une aorte. Après, pour prendre un petit peu de distance à la partie purement structurelle et parler un petit peu de thermique, dans les nouveautés thermiques, on a possibilité de mettre un flux de chaleur qui va dépendre d'une direction. C'est-à-dire que pour position x égale 0, c'est telle valeur, position x égale 10 mm, c'est telle valeur, 120, c'est telle valeur. Avant, c'était possible de le faire, mais avec des snippets. L'idée maintenant, c'est que ça soit directement intégré dans le logiciel. Au niveau de ces couplages-là, ce que j'aimerais évoquer, c'est qu'il existe, ça c'est depuis je crois la 2020, ce bloc coupled field, soit en statique, soit en transitoire, qui permet de coupler des physiques entre elles. Si vous êtes intéressé pour faire des calculs thermostructurels, par exemple, vous pouvez activer les options thermique et structure. Vous aurez ainsi le choix de faire un couplage, soit un couplage faible, soit un couplage fort, c'est-à-dire je prends un modèle thermique qui va influencer la structure, mais ça s'arrête là, ou alors un modèle thermique qui influence la structure, qui elle-même influence la thermique. Donc c'est la possibilité de tout faire dans une interface unique. Donc là, dans les nouveautés, c'est qu'il y a une intégration maintenant de tout ce qui va être la partie acoustique et ce qui est la partie aussi électrique. Électrique, si c'est surprenant pour vous, c'est en fait ça fait référence à tout ce qui est piézoélectrique dans le lien avec la partie structurelle. Donc c'est vous qui choisissez les physiques que vous souhaitez activer dans ce bloc coupled field. Ensuite, au niveau de Mechanical, ça fait plusieurs fois qu'il y a ce type de nouveauté-là, mais elle fait extrêmement sens. C'est vraiment l'amélioration de la partie solver au niveau de la convergence. On a à chaque version des modifications qui sont réalisées. Il y a encore eu ici des modifications qui ont été réalisées ici, avec le traitement notamment des critères lors de la convergence sur le couple. Donc on voit l'amélioration par rapport à la version précédente sur la version actuelle. Vous voyez ici qu'on a un critère en convergence qui est beaucoup plus lisse, et donc on va avoir besoin de beaucoup moins d'itérations pour réussir à converger. Ces choses-là, elles sont pas forcément facilement chiffrables à chaque fois. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on donne des formations, on a certaines formations avec notamment beaucoup de non-linéarité à gérer, donc des choses qui sont pas censées être faciles. C'est les mêmes exercices qu'on donne, et entre ce qu'on donne il y a 3 ans et ce qu'on donne actuellement avec le même exercice, il y a 3 ans, il fallait vraiment que les gens ils fassent pratiquement exactement les réglages que nous on mettait en place. À l'heure actuelle, on donne des directions générales lors des formations, avec des choses qui vont toujours faire sens, même pour le futur, mais sans imposer un type de réglage, et on voit que chacun arrive à converger. Donc il y a vraiment une facilité de convergence qui s'est accrue dans les dernières années, et on peut voir aussi des temps de calcul qui sont extrêmement réduits, par exemple qui passent d'une vingtaine de minutes à moins d'une minute, à travers les différentes améliorations qu'il y a eu notamment dans les 2-3 dernières années. Donc s'il y avait des choses qui étaient problématiques peut-être il y a 3-4 ans, mais ça vaut le coup de les retester maintenant, et ça devrait se passer encore mieux, ou bien mieux en tout cas, que ce que vous aviez eu avant.
Au niveau des modules complémentaires, donc CodeFem par exemple développe ses propres extensions, quelques-unes sont citées ici, qui viennent se greffer sur ANSYS, récupèrent les résultats d'ANSYS et permettent d'aller plus loin dans l'exploitation, soit des subtilités du pré-processing, soit dans l'exploitation des résultats. Donc pour n'en citer qu'une, ça s'appelle le Bolt Assessment Inside ANSYS. C'est un module qui permet de travailler de manière plus précise sur tout ce qui est études vissées, d'assemblage vissé. Donc là, dans les améliorations, il y a le fait que ça supporte maintenant les grandes rotations. La dernière version de Keysoft est aussi intégrée, donc ça suit comme de manière habituelle. Et donc c'est un module qui permet d'utiliser déjà certaines normes comme les recommandations VDI 2230 et qui permet comme ça de regarder tout ce qui va être tenu de la vis, d'un simple coup d'œil de regarder où est-ce qu'il y aurait des casses ou non, ainsi que le risque de dévissage par exemple sur des assemblages vissés. Donc là ça va interpoler tout ce qui va être pression de contact et permettre d'avoir une réponse plus approfondie sur ce risque de dévissage, entre autres. Optimisation structurelle. Donc l'année dernière, dans les nouveautés, vous avez fait part du fait que le bloc Topology Optimization avait été remplacé par le bloc Structural Optimization. Pourquoi? Parce que l'idée de l'optimisation structurelle, c'était de laisser la possibilité d'utiliser différents algorithmes, différents types d'optimisation, de ne pas se limiter à l'optimisation topologique, mais de permettre d'autres types d'optimisation comme l'optimisation de lattice ou l'optimisation de forme. Donc ça c'était pour le contexte. Dans la nouveauté sur ce bloc-là, il y a la possibilité maintenant d'utiliser des critères utilisateurs. Avant, quand on voulait optimiser, c'était très souvent je veux maximiser la rigidité ou je veux minimiser la masse ou le volume. Mais grosso modo, c'était uniquement ça, j'ai envie de dire. Maintenant, on peut aller optimiser sur des critères beaucoup plus fins. On peut dire j'aimerais minimiser ou maximiser la force, ou essayer de rechercher exactement cette valeur ou cette plage de valeurs de force de réaction en direction X ou en direction Y, ou le couple de réactions dans tel autre endroit. Donc on peut avoir vraiment la possibilité de donner des objectifs plus concrets et qui vont correspondre à des besoins plus variés au niveau de la simulation. Donc pour cela, on va utiliser ce primary criterion que l'on va définir sous une analyse statique préalable, et ensuite vient se greffer ce bloc structural optimization dans lequel on va lui donner des contraintes, des objectifs, bien entendu définir une région d'optimisation. Dans les contraintes, dans les objectifs, on peut lui dire j'aimerais que la force de réaction soit entre telle et telle valeur, tout en minimisant les contraintes de von Mises, par exemple. Voilà un exemple concret là-dessus. Et après, on utilise l'algorithme qu'on utilise, soit une optimisation topologique, soit une optimisation de forme, etc. Donc, c'est à ça que ça ressemble pour définir ces primary criterion. Et ensuite, on voit les résultats qu'on a. On donne un gros bloc. On veut travailler sur une force de réaction donnée dans une direction donnée. Et on regarde la géométrie que nous propose ANSYS. C'est le type d'analyse qui est réalisé là. Pour l'optimisation topologique, ce qui va me permettre de faire le lien après, si je vais rajouter une slide pour rappeler le contexte, on lui donne une géométrie ici complète avec des zones fonctionnelles à ne pas toucher, et puis ce logiciel qui va essayer de minimiser la masse tout en maximisant la rigidité. Donc ensuite, on peut bien sûr vérifier derrière que les contraintes sont acceptables, que ce que nous a proposé ANSYS fait sens. Et la troisième étape, c'est pour l'optimisation topologique, très souvent, on va avoir tendance à l'utiliser pour tout ce qui est fabrication additive. Ça s'y prête extrêmement bien. Soit c'est pour une idée de générer des nouvelles idées, des nouveaux designs, puis on s'arrête à ce qu'il nous a donné, soit on veut le fabriquer en fabrication additive, et dans ce cas-là, on peut modéliser le processus de fabrication additive. En quoi c'est important? C'est parce que pendant le processus de fabrication additive, il y a beaucoup d'effets thermiques qui vont se passer et qui font que si on fabrique exactement la géométrie que l'on souhaite, par effet thermique, par refroidissement ensuite, on va avoir une géométrie qui va être complètement déformée, qui ne va pas correspondre à ce qu'on souhaitait avoir. On va peut-être même avoir aussi des fissures qui vont apparaître à cause de différentiels thermiques et donc structurels derrière. Donc c'est important de le simuler pour pouvoir fabriquer bien de la première manière. Et ensuite, une fois que ça fonctionne bien sûr, d'utiliser ce que l'on a fabriqué pour célébrer le succès du projet.
En l'occurrence, ici, la nouveauté, elle va concerner le type de fabrication additive qui est supporté par ANSYS. Avant, si on voulait simuler la fabrication additive, il fallait passer par le processus SLM, Selective Laser Melting, et ça s'arrêtait là. Maintenant, on l'avait déjà évoqué l'année dernière que c'est quelque chose qui allait arriver, vous savez, c'est chose faite. On a possibilité de simuler aussi de la fabrication additive par procédé DED, Directed Energy Process. Si vous voulez utiliser cette option-là, pour information, vous allez pouvoir retrouver dans l'aide, si vous allez sur la partie Release Notes, vous allez dans Additive Manufacturing, et vous allez regarder ce qui est disponible là-dedans. Donc vous cliquez sur Workbench Additive, et ensuite vous allez voir les nouveautés qui vont apparaître, notamment ici, Simulation of DED Process. Vous avez ensuite un guide qui est disponible, vous avez aussi un tutoriel étape par étape. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à prendre en main ces nouveautés-là. Donc ce que je montre ici sur cet aspect, on pouvait le retrouver sur l'essentiel des nouveautés. Il y a un chapitre qui les détaille et très souvent il est suivi d'un tutoriel. Pas toujours, ça dépend de la nouveauté, mais là en l'occurrence pour les grosses nouveautés comme ça, il y a un tutoriel. Par exemple, par défaut, vous n'allez pas le trouver sous Workbench. Donc ici, on vous explique qu'il va falloir aller au niveau des extensions, ACT Start Page, et là, vous allez pouvoir activer cette extension-là. Elle est disponible. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, donc en anglais c'est un wizard, c'est du coup un logiciel, enfin une partie qui va vous aider, un assistant, voilà, je cherchais le terme en français, un assistant qui va vous, donc numérique, hein, qui va vous aider étape par étape à mettre en place le processus de fabrication additive dans ANSYS. Il n'y a pas forcément à tout faire tout seul, vous pouvez suivre ce que vous fait faire l'assistant, il va créer pour vous les différentes conditions limites nécessaires pour la mise en place de la modélisation de ce procédé de fabrication. Voilà donc pour cet aspect-là. Pour mettre peut-être un point complémentaire sur tout ce qui est fabrication additive, là je fais référence à ANSYS Connect, je vais en parler en toute fin de présentation, mais pour information, si vous avez des mesures sur tout ce qui est fabrication additive, il y a possibilité à travers ce qu'on appelle Math Analyzer d'utiliser des algorithmes qui viennent du machine learning pour justement essayer de faire matcher un modèle sur vos mesures. C'est ce qu'on appelle du curve fitting. Là, c'est sur des algorithmes de machine learning. Ça, c'était pour la petite aparté. Je me permets aussi de faire un rappel de ce qu'est l'optimisation de forme. On a parlé de l'optimisation topologique. L'année dernière, sur la dernière version, il y a eu l'optimisation de forme qui est arrivée. L'idée de l'optimisation de forme, c'est que le logiciel va déplacer les mailles pour réussir à satisfaire vos critères en termes d'objectifs et de contraintes. Par exemple, si vous voulez maximiser une rigidité, ici sur si c'est pas une coque, c'est une partie, une pièce volumique, il va déplacer les nœuds de manière à rigidifier la pièce. Ici, on a quelque chose qui est 8 fois plus rigide. Si vous lui dites, j'ai quelque chose qui est coudé comme ici, j'aimerais maximiser la rigidité pour ce cas de charge-là, donc c'est un cas en compression, on ne veut pas que ça flambe, bah, naturellement, il va arriver tout seul à la conclusion qu'il faut quelque chose de rectiligne. Ça pourra flamber, mais beaucoup plus tard. Et puis avec ici un volume qui est bien moindre que ce que l'on avait précédemment. Donc on a une rigidité plus grande avec un volume, une masse beaucoup plus faible. Ça c'est pour le rappel. Sur la partie acoustique, donc là aussi il y a eu des nouveautés l'année dernière et puis il y en a encore cette année. Donc je vais montrer un petit peu la cohérence là-dessus. Donc comme je l'ai présenté précédemment dans ce bloc couple field statique, c'est là où on peut activer la partie acoustique. Ça va permettre de réaliser des simulations acoustiques sans avoir à mettre des scripts à PDL un petit peu dans tous les sens, qui était le passé à l'époque. Donc maintenant, on a quelque chose qui est intégré. C'est quoi l'acoustique? L'acoustique, c'est tout d'abord d'exciter un système structurel. Ce système structurel, ici un diapason, va vibrer, va transmettre la vibration aux pièces structurelles environnantes. Et les pièces structurelles environnantes, ainsi que le diapason lui-même, vont transmettre cette vibration-là à l'air. Donc la partie acoustique, ce qu'elle fait, c'est que vous permet de simuler de l'air. Il y a des éléments fluidiques qui vont capter ces variations au niveau de la structure et vont donc induire des variations de pression. Ce qui nous permet derrière de mettre un micro virtuel et de capter le son et ensuite de faire toute une série d'itérations pour réussir à avoir un son qui nous convienne, soit en termes d'intensité par exemple, pour la réduire, pour l'augmenter selon ce que l'on souhaite faire.
soit au niveau des harmoniques, et on travaillera notamment sur le choix des matériaux, sur les épaisseurs, des géométries, sur tout ce qui est rigidité de manière générale, au niveau des points d'accroche dans notre assemblage. Donc c'est ce que fait l'acoustique, c'est de permettre de passer de la partie structurelle à la partie de ce qui se passe dans l'air avec ces éléments fluidiques. C'était pour le rappel. Ensuite, une fois qu'on a fait notre simulation, on avait vu dans les nouveautés que quand on a par exemple un résultat de pression acoustique, on pouvait l'exporter et venir ensuite regarder comment ça se comporte vraiment dans le temps transitoire au niveau des fréquences. Là, c'est les fréquences les plus aiguës qui vont s'estomper le plus rapidement, de manière plus rapide. C'est normal, c'est physique, c'est ce qui reste. Quand vous avez une cloche qui sonne, on va garder le son grave qui va durer plus longtemps que les sons aigus. Et on pouvait faire du traitement de signal. Donc ça, possibilité, donc on avait vu de simuler dans le 6 sans mettre trop de script, ou sans script du tout d'ailleurs. Possibilité de faire l'exploitation de résultats, ça c'était la nouveauté d'après. Et maintenant, on a un autre outil qui permet d'intégrer des mesures de type NVH, donc Noise, Vibration et Hardness. Donc l'idée, c'est de comparer la simulation à une mesure. Donc vous pouvez réaliser vos mesures sur la base de laser, sur la base d'accéléromètre par exemple, et ensuite importer les mesures que vous avez réalisées sur votre structure dans ANSYS à travers ce nouveau toolkit. Donc d'un côté, vous avez la simulation numérique, de l'autre côté, vous avez la mesure, et ensuite vous avez ici une matrice de corrélation qui va vous permettre de comprendre à quel point vos fréquences propres, par exemple, correspondent, ou à quel point vos modes propres correspondent. Si jamais il y a une influence, par exemple, de l'amortissement matériaux, qui est non négligeable sur la détermination de ces fréquences ou de ces modes propres, eh bien, vous aurez la possibilité d'améliorer votre modélisation pour pouvoir représenter plus finement les mesures qui ont été effectuées. Donc voilà donc pour la vue d'ensemble des nouveautés. Et la nouveauté de l'année, c'est donc ce nouveau toolkit. Donc ici encore d'autres exemples dans cette slide-là. LS-DYNA. Donc au niveau d'LS-DYNA, on va évoquer certains exemples. Donc tout d'abord, juste pour information, parce que c'est aussi des belles choses à voir, c'est pour montrer des cas qui sont utilisés pour le développement d'LS-DYNA. Donc ici, on va avoir notre système de four dans un packaging avec vraiment la simulation là, du carton, des sangles. Voilà, ça c'est la direction complète qui est prise par LS-DYNA, de pouvoir voilà, simuler un assemblage avec aussi tout l'environnement qu'il y a autour. Ici avec ce carton-là qui tomberait de la palette. Là, c'est une simulation de stent qui serait mis en place, qui est mis en place dans une artère, dans ce cas-là, avec les différents outils de manipulation du stent. Donc au niveau des nouveautés, je vais vous les présenter sur l'exemple ici de cette analyse qu'a réalisé mon collègue Uli Stelzmann, analyse de casque. Donc, vous allez voir qu'on lui en veut beaucoup à ce cycliste, il va lui se passer pas mal de choses pour ce cycliste-là dans les slides qui viennent. Ce sont des tests uniquement numériques, ne vous inquiétez pas. Donc l'idée, c'est quand on travaille par exemple avec LS Prepost pour LS-DYNA, il y a souvent la volonté et l'habitude de faire de nombreux restarts. Je fais d'abord un cas de charge, ensuite je fais un restart basé sur le cas de charge précédent, etc. Dans Workbench, il y avait des possibilités, mais il y avait aussi des limites sur ces possibilités-là. Et donc il y a des améliorations qui nous permettent maintenant de vraiment travailler avec cette même philosophie-là. Un bloc LS-DYNA où on va mettre en place la précontrainte pour fermer la sangle du casque, pour pouvoir peut-être bien positionner aussi, précontraindre un peu le système en soi. Donc là, avec de manière un petit peu détournée, en positionnant la mâchoire inférieure du cycliste en position finale, de manière à ce que tout se mette en bonne position. Ensuite, on mettrait un deuxième bloc qui va travailler sur cet impact que vous voyez ici en direct. Et le deuxième bloc sera le deuxième impact qui est là. Donc l'idée, c'est pas de tout faire dans le même bloc comme ce que l'on avait tendance à faire précédemment, mais vraiment de découper les séquences. Comme ça, quand on a bien
travailler sur la précontrainte, on peut capitaliser ce bloc-là et l'utiliser plus tard pour une autre simulation. On n'a pas besoin de relancer le calcul pour ça. Ça, c'est l'idée. Et si quelque chose se passe mal, qu'on n'a pas bien mis en place un contact ou autre, on n'a pas besoin de repartir de zéro. On ne repart que sur la base de ce premier bloc, sur le bloc sur lequel on est en train de travailler. Donc, les nouveautés qui ont permis de réaliser cette étude-là, tout d'abord, c'est de travailler sur des déplacements importés. Quand on va avoir des chargements sur des déplacements non rectilignes, on peut avoir un fichier texte disponible, par exemple, avec les différentes positions et importer cela directement dans ANSYS LS-DYNA. Quand on veut faire des restarts, quand je vous disais qu'il y avait des limites, ben voici une des nouveautés qui lève un grand nombre de limites. On a possibilité de modifier beaucoup de conditions aux limites qui auraient été créées dans le bloc précédent. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Pour un cas d'application, ce que je peux rajouter ici aussi, notamment sur ce casque-là, c'est qu'il y a de nouveaux matériaux qui sont disponibles pour LS-DYNA dans l'environnement Workbench. Il y a même, vous verrez, dans la partie matériaux, le LS-DYNA External Model Material, qui est disponible avec les keywords de LS-DYNA, tels que ceux qui sont habitués les connaissent, et vous pouvez comme ça retrouver certains modèles que vous ne trouviez pas précédemment. Enfin, dans les nouveautés pour tout ce qui est gestion de précontraintes, on sait en statique structurale, par exemple, qu'on peut utiliser l'option Ramped Effect, par exemple, pour pouvoir échelonner la rigidité du contact et permettre de mieux gérer les pénétrations initiales. Et bien maintenant, dans LS-DYNA, on a quelque chose qui est similaire au niveau des contacts. Vous verrez ces contrôles d'interférence qui vont vous permettre de gérer la rigidité de 0 à sa valeur finale et donc de sortir progressivement de cette situation de pénétration de manière plus aisée. Enfin, je le rappelle, on a ce Keyboard Manager qui est disponible. On a toujours de temps en temps besoin de mettre ces snippets avec ces keywords quand il y a encore quelques options qui ne sont pas complètement intégrées. À l'époque, ce qu'il fallait faire, c'est on ouvre en général l'aide de LS-DYNA, on trouve la carte ou le keyword qui correspond, on va dans LS Prepost, on crée la carte, on l'exporte et ensuite on fait copier-coller pour l'importer dans Workbench LS-DYNA. Maintenant, on n'a pas besoin de faire ça. On vient directement dans ce Keyword Manager, on met le mot-clé, on sait que ça commence par exemple par contrôle, et on regarde les possibilités qui s'offrent à nous. Et ensuite, on choisit celui qui nous intéresse, et on met comme ça en place la carte, sans avoir à passer par le PDF descriptif, par LS Prepost, etc. Autre nouveauté sur LS-DYNA, les symétries cycliques sont maintenant prises en compte dans Workbench LS-DYNA. Tout ce qui est turbomachinerie, par exemple, ça sera un atout. Au niveau de la version du solver, bah, c'est une autre version de solver. On est sur la version 12.1 sur la dernière version d'ANSYS. Ici, c'est certaines nouveautés concernant le maillage. J'ai fait le choix de le présenter dans le cadre d'LS-DYNA, mais ça concerne le mailleur au sens général du terme, donc pour tout autre type d'application structurelle aussi. L'idée, et c'est aussi ce que je vous encourage à faire, c'est de pas uniquement travailler sur la taille de maille, de pas uniquement travailler sur ces options de courbure de proximité, qui aident beaucoup, hein, mais aussi de penser à la qualité du maillage. On peut donner des objectifs en termes de qualité, comme vous le voyez ici. On peut aussi en définir des qualités ou des objectifs de qualité quand vous allez dans Mechanical, File, Options. Vous arrivez ensuite ici et vous pouvez donner certains objectifs de qualité. Pour LS-DYNA, vous pouvez donner un objectif en termes de longueur caractéristique. Dès qu'on veut faire, pour ceux qui connaissent LS-DYNA, utiliser des pas de temps qui sont grands, pour éviter d'avoir trop d'ajout de masse, du mass scaling, c'est important d'avoir des éléments les plus grands possibles. Et bien ça, on peut le prendre en compte. Avec le mailleur d'ANSYS Mechanical, c'est peut-être, ça paraît peut-être un petit peu idiot ce que je vais dire, mais si vous voulez des éléments qui sont de très bonne qualité, en fait, il suffit de le demander. Par défaut, l'objectif du mailleur, c'est de réussir à mailler, et notamment des structures extrêmement complexes. Donc il va avoir certains critères de qualité qui ne sont pas du tout ridicules, mais qui peuvent être augmentés. Et quand vous augmentez ces critères de qualité, très souvent ANSYS va quand même réussir à mailler,
et vous aurez un système avec des éléments, que ce soit des tétras ou des hexas, qui ont des formes bien meilleures. Ici, pour LSINA, des longueurs caractéristiques qui sont bien plus grandes. Donc, tout simplement, n'oubliez pas, mailler de manière initiale avec vitesse d'adaptation standard. Et si ça fonctionne très bien, demandez une qualité plus élevée et ça sera que bénéfique pour le reste des calculs que vous allez effectuer. Je fais le lien entre LSINA et un nouveau produit maintenant qui s'appelle ANSYS Forming. Je vais vous expliquer après en quoi il y a un lien là-dessus. Alors déjà, c'est quoi ANSYS Forming? Donc c'est un nouveau logiciel, un nouveau produit qui a son interface graphique spéciale, comme vous pouvez le voir ici, qui fait partie de l'environnement ANSYS et qui permet de travailler sur tout ce qui va être formage, notamment tout ce qui est formage de structures, on va dire fines, en l'occurrence on va utiliser des éléments coques sur ces simulations-là. Donc on va pouvoir simuler les différentes étapes, ça se prête par exemple extrêmement bien à tout ce qui est problématique automobile, d'où sont issus les exemples ici présentés. On va pouvoir regarder les forces requises, on va pouvoir prendre en compte certains effets, comme par exemple le spring back, donc l'effet retour lors de la déformée par formage. On va pouvoir regarder les champs de contrainte, on va regarder les épaisseurs, quelles sont-elles in fine, une fois que la pièce est déformée. Et donc, comme ça, de pouvoir optimiser notre pièce, quelque chose de simple à déformer, quelque chose qui ne va pas rompre, quelque chose qui va être à terme robuste. Donc il y a vraiment tous les outils de disponibles pour cela. Le lien avec LSDyna, maintenant, lequel est-il? C'est que le solver, c'est le solver d'LSDyna. C'est pas nouveau de travailler avec LSDyna pour ce type d'application-là. Au contraire, ça a été utilisé depuis longtemps pour ce type d'application. On va dire que ce qui manquait un petit peu, c'était une interface graphique qui permettait de faciliter la mise en place de ces différentes opérations qui sont typiques de ce domaine industriel, en tout cas ici de fabrication par formage. Donc il va y avoir toute une série d'outils qui vont prendre en compte les différentes opérations standards et qui vont être disponibles dans l'interface d'ANSYS Forming, comme ce que vous pouvez voir ici à l'écran que je suis en train d'afficher. Et on va pouvoir aussi regarder de manière plus simple, de manière facilitée, les résultats bien typiques pour ces opérations de formage. Voilà donc pour ANSYS Forming. Maintenant, pour ANSYS Motion, donc ANSYS Motion, c'est l'outil multicore, arrivé il y a quelque chose comme 2-3 ans dans le portefeuille ANSYS. C'est un outil multicore extrêmement avancé qui permet de gérer de nombreux contacts non linéaires, ainsi que de gérer des corps flexibles, et surtout les deux ensemble, corps flexibles et contacts non linéaires. Et ça dans des temps de calcul qui sont extrêmement réduits par rapport à tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Dans les nouveautés qu'il y a eu l'année dernière, il y avait la possibilité de désactiver certaines conditions limites. Par exemple, je maintiens une pièce ici, le marteau, pendant que je mets en place après contrainte et je viens lâcher le marteau. Donc, dans l'analyse statique structurelle, cette option, elle est là depuis toujours. Dans Motion, elle a été intégrée l'année dernière. C'est un outil qui est intégré dans ANSYS de manière récente, et donc il y a eu du travail là-dessus. Ce travail a continué. Notamment cette année, on a possibilité d'imposer ou de modifier les propriétés de masse et d'inertie des différentes pièces. Ça arrive souvent qu'on ait simplifié un système au niveau de la géométrie, mais on a envie de considérer sa masse et son inertie réelle. Donc avant, il fallait regarder la masse et l'inertie du système simplifié, et ensuite créer une masse ponctuelle qui venait se greffer dessus, qui était la différence entre la réalité et ce qui était simulé. Comme ça, on avait vraiment quelque chose de correct. Maintenant, on n'a plus besoin de faire de delta. On vient tout simplement cliquer sur la pièce auquel on juge qu'elle a été trop simplifiée, que les propriétés massiques ne sont pas correctes, et on lui impose ce qu'elle doit avoir en termes de masse et de moment d'inertie. Ensuite, pour ceux qui utilisent ANSYS Motion, vous avez pu voir qu'on définit nos contacts. Et ensuite, si on veut aller sur des options avancées au niveau des paramètres de contact, il fallait créer ce qu'on appelle des contact properties qui viennent se mettre sous ANSYS Motion. Ces contact properties, soit on cliquait sur contact scope type et il fallait ensuite renseigner à la main chacun des contacts. Par exemple, ici, si on avait 6 contacts, on allait choisir contact 1, ensuite contact 2, ensuite contact 3, etc. jusqu'à contact 6. Donc c'était quelque chose qui était fastidieux si on avait énormément de contacts, comme par exemple une centaine.
Maintenant, ça a changé. L'idée, c'est de travailler par famille de contacts. Donc là, on a créé un répertoire qui s'appelle contact, dans lequel il y en a 6, et on va attribuer ce contact groupe qui s'appelle contact à notre contact property. De cette manière-là, on est sûr de n'oublier aucun des contacts. On va pouvoir travailler par dossier. On pourrait par exemple avoir un dossier contact, pièce très rigide, ou contact axiaux, un autre contact pièce flexible, ou contact pièce radiale. Et on définirait des coefficients de rigidité ou en paramétrage d'amortissement qui seraient différents, mais par dossier de contact. Et donc ça rend tout beaucoup plus simple pour l'utilisation. Ensuite, AnSysMotion, c'est un logiciel qui tourne rapidement. Et l'avantage des logiciels qui tournent de manière rapide, c'est de pouvoir faire du calcul paramétrique derrière. Donc AnSysMotion a d'abord été intégré dans l'environnement Workbench, et maintenant, depuis notamment cette année avec cette nouveauté, on peut paramétrer de manière beaucoup plus aisée. Avant, c'est assez limité. Maintenant, on va pouvoir vraiment créer ces design variables qui vont pouvoir être utilisés plus tard, par exemple dans des expressions qui vont être lues après dans les conditions limites ou dans des résultats. Et donc, ça permet maintenant de travailler de manière beaucoup plus large avec une paramétrisation dans l'environnement Workbench. Après, il y a beaucoup d'améliorations sur tout ce qui est stabilité au niveau des calculs dynamiques. Ça arrive souvent au niveau d'un calcul dynamique qu'il y a un petit peu de bruit, ou au niveau du maillage, on voit un maillage qui est grossier pour aller vite, mais du coup au niveau du contact, à cause des normales de contact, on va avoir quelque chose d'assez saccadé. Et bien sur ces deux aspects-là, il y a d'abord comme nouveauté le fait que au niveau des contacts, on va pouvoir se baser sur la géométrie même, y compris sur des corps flexibles, ce qui va nous permettre d'avoir une considération de normale de contact qui est beaucoup plus fine. Comme elle est beaucoup plus fine, on va avoir un résultat de sortie qui va être beaucoup plus lisse que ce qu'on avait précédemment. Autre nouveauté dans cette direction-là, si vous avez des systèmes avec des pièces flexibles, alors si vous n'aviez pas l'habitude, dans les options solver, moi je vous encourage toujours à activer l'option FDM Jacobian. Donc ça, c'est quoi cette option du jacobien? C'est si on active l'option jacobien, le solver va aller plus dans le détail au niveau des différentes équations, au niveau des différentes notions qu'il va manipuler, et ça va lui permettre d'avoir un résultat sur des pièces flexibles qui est beaucoup plus précis. Et bien c'est sur cet aspect-là où il y a eu des améliorations, là où on pouvait sur certains systèmes avoir un aspect vibratoire qui se mettait à apparaître, à cause de ces problématiques de précision fine sur des structures flexibles, eh bien, on a maintenant quelque chose qui est beaucoup plus lisse. Enfin, et je vais m'arrêter là pour AnSysMotion, il y a maintenant la possibilité de créer des résultats sur mesure de manière beaucoup plus simplifiée, ainsi que de regarder dans l'environnement Workbench AnSysMotion, sans passer par le post-processeur d'AnSysMotion, certains résultats comme au niveau des sondes de liaison. Donc si on veut voir la force de réaction d'une liaison pivot par exemple, eh bien on peut le faire directement depuis Workbench. Voilà donc pour AnSysMotion. Ensuite, j'ai maintenant tout un chapitre sur l'automatisation, automation en anglais ici. L'idée, c'est qu'il y a eu à chaque nouveauté des améliorations ou des nouvelles possibilités qui sont apparues, et j'aimerais donner une vision d'ensemble sur la possibilité d'automatisation dans l'environnement Workbench et même au-delà. Vous allez voir ce que je veux dire par ça. Alors, on va commencer par la base. Quand vous utilisez AnSysMotion, il y a maintenant la possibilité de créer des résultats ou des scripts, ça dépend à quel endroit on le met, des scripts Python. Donc, on n'a plus à travailler uniquement avec du APDL, on peut travailler avec le langage Python. Ça fait partie des nouveautés des dernières années. Ça vous permet, par exemple, de créer des résultats sur mesure sur la base de ce script-là. Pour apprendre à utiliser ce script Python, on peut aussi cliquer sur Automation, Scripting, cliquer sur le bouton Enregistrer, et là on va faire ce qu'on appelle du journaling, c'est-à-dire à partir du moment où vous mettez en place quelque chose dans Mechanical, ça va écrire les lignes de commande qui correspondent. Et ça vous permet de vous inspirer de cela pour créer vos propres scripts pour le futur. Un exemple ici, j'avais créé un petit bouton de manière extrêmement simple qui permet d'activer les grandes déformations sans aller dans les paramètres Analysis Settings.
Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a une seule ligne à mettre au niveau de notre script. On clique sur enregistrer, promote script to button, et on obtient un bouton qui fait exactement la commande qui nous intéresse. Donc il n'y a pas des choses particulièrement complexes, il ne faut pas à chaque fois écrire une centaine de lignes pour mettre en place une option. Ça, c'est le message à garder en tête. On peut avoir des choses un peu plus complexes. Ici, c'est un exemple qui est l'exemple final de notre cours sur tout ce qui est automatisation avec Python. Je crois que c'est un cours de 3 jours, donc à la fin, les gens savent faire ça. L'idée, c'est d'avoir les valeurs de von Mises, de contraintes, von Mises, mais avec un signe, c'est-à-dire positif, c'est de l'attraction, négatif, c'est de la compression. Mais c'est les valeurs de von Mises. Donc on peut créer ce résultat-là par script, le mettre en place et ensuite obtenir le résultat qui nous intéresse. Et si ce n'est pas ça qui vous intéresse, on modifie le script et on a un autre type de résultat. Au-delà de ces petits boutons supplémentaires, on peut aller bien avant de cela avec la création, notamment ici de ces wizards. Donc là, c'est un exemple dans le domaine médical dans lequel ce qui a été fait, c'est de créer ce wizard ici, montrer ça. Pour une entreprise qui en a le besoin, elle vient importer sa géométrie, elle vient définir ses points d'analyse CFD dans ce cas-là, ses mass flow, elle va définir ses différentes conditions limites. Ça va créer ici sur la géométrie les conditions limites. On a les petites images qui expliquent qu'est-ce qui est quoi. Et ensuite, le calcul fluidique est lancé et on peut suivre la convergence et obtenir les résultats de manière standard. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas que du script avec des petits boutons, on peut aussi avoir besoin de créer ces assistants qui nous mènent de A à Z jusqu'aux résultats spécifiques aux besoins de l'entreprise. Le scripting, ça ne s'arrête pas à Mechanical et à ces ACT, à ces extensions-là. On peut faire du script dans la géométrie, par exemple avec SpaceClaim, aussi sur la base de Python. Par exemple, comment modifier une géométrie, passer de 3D à 2D. On peut automatiser tout cela. De la même manière, il y a aussi maintenant la possibilité de faire du script, ça fait partie des nouveautés, dans Discovery. Vous avez ici la slide qui explique comment le faire, avec un petit peu plus de détails. Notamment, il y a des aides qui existent pour pouvoir récupérer de manière plus facilitée les mots-clés lors de la création du script. Donc, je présente Discovery parce que dans le futur, SpaceClaim va complètement migrer dans l'environnement Discovery. En théorie, le scripting SpaceClaim devrait être lu par le scripting Discovery. En tout cas, voilà, il faut quand même savoir que c'est deux choses différentes et que tout sera intégré dans les années qui viennent dans Discovery. Donc ça, c'est l'interface ANSYS. Et puis, il n'y a pas que ANSYS, il y a aussi d'autres logiciels qui existent. Et donc, il y a possibilité depuis ANSYS de venir lancer des opérations sur des logiciels tiers. De manière concrète, on va avoir tendance dans ce cas-là à utiliser OptiSlang. Il existe soit dans Workbench, mais il existe aussi un standalone. Et on va pouvoir créer ces boucles comme ça, où on met à chacune une action qui peut aller chercher MATLAB, qui peut aller chercher Excel, qui peut aller chercher je ne sais pas quel autre logiciel. En tout cas, vous avez une série de logiciels qui sont ici évoqués. Donc l'idée, c'est que depuis ANSYS, on va contrôler des logiciels tiers. Pour des boucles d'optimisation, ça fait parfaitement sens. Au niveau de la programmation par Python, il y a donc la programmation ici PyAnsys. Donc si vous allez par exemple sur GitHub, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de scripts Python qui sont disponibles. Vous trouverez des scripts Python là-dedans pour ANSYS. ANSYS fait partie. Les scripts ANSYS sont aussi sur la plateforme GitHub. Donc le fait d'avoir ces scripts Python là-dessus, ça permet aussi de fonctionner dans l'autre sens. Je vous ai montré que depuis ANSYS, on pouvait lancer des logiciels tiers. Ici, on travaille avec Jupyter, c'est un autre logiciel qui n'a rien à voir avec ANSYS, de base. Et par script, on va pouvoir aller appeler le solver, en l'occurrence ici, Mechanical APDL, regarder la géométrie, lancer des calculs. Donc pour tous les gens qui font par exemple du data science, qui ont l'habitude d'utiliser ce type de logiciel-là, eh bien, ils peuvent aussi appeler des jobs ANSYS. Donc c'est pas uniquement comment travailler uniquement dans ANSYS, c'est pas non plus uniquement comment depuis ANSYS lancer des logiciels tiers, c'est aussi comment depuis des logiciels tiers venir appeler ANSYS. Donc il y a vraiment cette volonté de
que tout puisse être automatisable, que ainsi ANSYS puisse correspondre au mieux aux besoins de chacun, qui parfois, sur certains aspects, est un besoin unique. Et donc, c'est à travers l'automatisation que l'on va faire ça. Alors, je continue dans les 5 minutes qui suivent sur tout ce qui est matériaux. Donc, on a maintenant ANSYS Grand A, qui est une base de données matériaux qui se voit renseigner de nombreuses courbes supplémentaires, notamment tout ce qui est courbe de traction. Et en plus des courbes de traction ici True Stress Strain Data, donc il n'y a pas à faire la conversion entre Engineering et True. Pour pouvoir utiliser ces choses-là, on peut utiliser Grand A standalone, où on peut incorporer ici ce bloc Grand A Selector. L'idée d'avoir ce bloc Grand A Selector, c'est que ça va ensuite lancer ici Grand A, la base de données, auquel on va choisir si on veut travailler plutôt sur des matériaux ou des polymères. Ici, en l'occurrence, le DO qui a été réalisé par mon collègue sur les polymères et qui va venir chercher un matériau qui l'intéresse. Donc, il se dit, j'aimerais tel type de matériaux, par exemple pour des simulations non linéaires. Et il va demander à Grand A, là, il y a plus de 1700 matériaux, lesquels ont des propriétés, par exemple, de fluage qui sont disponibles. Je veux dire, je voudrais les courbes de traction qui sont disponibles, c'est ce qu'il est en train de faire, existe, appliqué. Donc au lieu de 1700, il y a 1500 matériaux qui ont ces courbes renseignées, prêtes à emploi. Et puis il va aller un petit peu plus loin, il va aller sur la partie creep, donc fluage, relaxation de contraintes. J'aimerais des données au niveau du fluage. Eh bien, apply, il me reste maintenant 111 matériaux prêts à emploi. Et là, il peut regarder lequel correspond à son besoin et ensuite venir l'importer directement dans Mechanical. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir Grand A non plus tout seul, séparé, mais intégré dans l'interface Workbench. Je vais finir avec ANSYS Connect. C'est quoi ANSYS Connect? C'est pas un produit, c'est plus une vision en fait. Donc l'idée, c'est de partir de ce constat-là, constat qu'a fait ANSYS, de se dire, un ingénieur à l'heure actuelle, grosso modo, il passe un tiers de son temps à travailler, un tiers de son temps à rechercher l'information, et un tiers de son temps à donner de l'information à ses collègues qui en ont besoin. Donc ces deux blocs, il faut les réduire. Il faut que l'information, elle soit facile d'accès, qu'on puisse la trouver partout. Et c'est là où il y a des produits qui viennent par ANSYS pour répondre à cette problématique-là. Ces produits sont ANSYS Minerva, que je vais présenter, ANSYS OptiSLink, que je viens déjà d'évoquer, pardon, et l'autre ici, ça serait ANSYS Grand A pour tout ce qui est matériaux, que je viens d'évoquer aussi. Donc, je commence avec Minerva. C'est quoi l'idée de Minerva? C'est d'avoir finalement un logiciel à partir duquel on peut tout faire. Pour ceux qui utilisent par exemple Microsoft Teams à l'heure actuelle, nous on utilise Microsoft Teams et depuis Microsoft on peut gérer des fichiers PowerPoint, on peut gérer des fichiers Excel, on peut gérer des fichiers Word par exemple, on peut importer des vidéos, on peut avoir des répertoires de travail collaboratif. Eh bien, ANSYS Minerva, ça serait un petit peu le Microsoft Teams mais de la simulation. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Du travail collaboratif, suivre les processus de validation, conserver les modèles, conserver les résultats. Donc typiquement, vous aurez la possibilité, dans le futur, ceux qui utiliseront Minerva, lanceront par exemple Mechanical depuis Minerva, Workbench depuis Minerva. Ils pourront, quand ils auront leur simulation Workbench, voir quels sont les fichiers d'input qui ont été utilisés. J'ai utilisé telle version de tel matériau, telle version de telle géométrie. Ils pourront faire en sorte qu'il y ait une validation du modèle officiel intégré dans Minerva. Ce n'est pas juste dans un email ou je ne sais pas comment on le fait à l'heure actuelle pour valider vos modèles, ou c'est juste verbal, mais on trouvera a été validé par telle personne, telle date. Donc ça permet d'avoir quelque chose en termes de qualité qui est plus robuste et qui permet en plus derrière de stocker des résultats avec des fichiers légers. Par exemple, j'ai une simulation aujourd'hui, j'ai réalisé une simulation similaire sur quelque chose un petit peu différent, mais une autre variante en fait il y a 1 an ou 2 ans, et on va venir comparer, donc charger la simulation d'aujourd'hui avec celle qui était dans la base de données qui avait été réalisée il y a 2 ans. Et je peux comparer les deux sans avoir à ouvrir mon modèle. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on voit ça, il clique sur les deux, Fluidy Compare, et on regarde les différents modes propres associés. Donc c'est ça que permet de faire un logiciel tel que ANSYS Minerva, et c'est la direction qui est prise.
Pour finir, comme ça je ferai juste dans les temps, j'ai fait un petit résumé de tout ce qu'on vient d'évoquer. On a parlé d'injection molding data avec la partie comment utiliser les composites à fibres courtes dans l'environnement ANSYS avec comme nouveauté tout ce qui est cordon de soudure, les améliorations en termes de convergence, un exemple pratique sur tout ce qui est inverse solving avec comme nouveauté le fait que ça se couvre de nouveaux types d'éléments comme les links 180. Ensuite, tout ce qui est génération de sous-structures, il y a maintenant un bloc qui est disponible pour créer vos super éléments. LS Dyna, on a vu plusieurs choses, comme tout ce qui est gestion des contacts avec la pénétration, Keyboard Manager, mais aussi et surtout tout ce qui est restart, de combiner bloc LS Dyna sur bloc LS Dyna. Optimisation structurelle, on a vu la possibilité d'utiliser ce critère primaire, donc c'est ces critères définis par l'utilisateur qui sont bien plus flexibles que ce qu'on avait avant, rigidité et réduction de masse. Là, en l'occurrence, on peut parler de, par exemple, de force de réaction, de coupe de réaction. Fabrication additive, ça supporte le processus par DED. Tout ce qui est acoustique ou en analyse modale, on a maintenant ce NVH Toolkit qui va permettre de comparer des mesures. Tout ce qui est Bolt Assessment, ça supporte les grandes rotations. Et Ansys Motion, c'est encore mieux intégré dans l'interface avec des options pré-processing qui vont faciliter la vie des utilisateurs, notamment tout ce qui est contact, et aussi quelque chose qui est plus robuste pour la gestion des contacts en termes de normal et pour tout ce qui est flexibilité avec des courbes de sortie qui sont beaucoup plus lisses. Dans les directions principales prises par Ansys, Discovery, dans lequel SpaceClaim deviendra Discovery dans les années qui suivent, l'automatisation à tout niveau, Mechanical, géométrie, Ansys vers des logiciels tiers vers Ansys, et Ansys Connect, comme on a pu le voir avec Minerva. Nouveau produit, c'est Ansys Forming sur la base du solver LS-DYNA qui permet de traiter les problématiques de formage. Voilà, on est tout juste à l'heure. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, pour des informations complémentaires, vous pouvez le trouver aux informations, enfin aux liens donnés ici sur cette slide. Et pour la suite, toutes nos présentations, nos webinaires, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, donc vous aurez le lien ici. Et dans les événements à suivre, on a une présentation dédiée à l'horlogerie sur ce que l'on fait dans ce domaine-là le 19 mai. On sera présent au salon de l'EPHJ, donc salon pour tout ce qui est pour le monde de la haute précision, donc tout ce qui est microtechnique. Vous pouvez nous y retrouver à Genève mi-juin. Et après, on aura nos forums, et en France du côté de Lyon, et en Suisse à Lausanne, le 2 juin et le 15 septembre. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit là-bas. Je vous laisse poser vos questions. J'ai une question pour Ansys Forming. Qu'est-ce que ça couvre? Donc en fait, c'est tout ce qui est... Oui, alors ouais, vu la question, c'est tout ce qui est formage à froid qui va être couvert. On travaille sur des éléments coques. Donc dès qu'on a une structure qui est extrêmement fine, bah, forcément le résultat, bah, il fait particulièrement sens là pour ces structures-là. Et ensuite, tout ce qui est formage en termes de limites, ça va dépendre un petit peu de l'épaisseur. S'il y a de l'étampage de pièces extrêmement épaisses, alors ça dépend de ce qu'on appelle extrêmement épaisse, mais à partir du moment où un élément coque n'arrive pas à avoir le niveau de précision attendu, bah, ça serait là actuellement la limite. Après, ce qu'il faut voir au niveau d'Ansys Forming, c'est que c'est un nouveau produit. Donc, il y a ce qui est possible de faire aujourd'hui, mais ensuite, il y aura tout ce qui est possible de faire demain avec les améliorations qui seront à venir, release après release. D'autres questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai fait tous les endroits auxquels il pourrait y avoir une question. Je pense que si c'était la question principale de poser, du coup. J'attends quelques secondes, parce que je sais qu'on a une vingtaine de secondes de décalage pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Et sinon, bah, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser, à contacter le support s'il y a besoin sur certaines choses. Pas de nouvelles questions. Donc je vous remercie et je vous dis à tout bientôt, j'espère, dans le cadre d'autres événements de ce type. Au revoir à tous.
Oui, je me permets de revenir à vous. Je ne sais pas si la personne qui vient de poser une question est toujours là ou pas. Il y a 1 minute, en tout cas, on lui a écrit on a répondu à l'écrit. Il y a une question qui demande, si Granta est une licence en plus. Oui, il y a des licences en plus et surtout c'est modulable en fait. Il y a plusieurs niveaux, de licence aussi, entre que l'on souhaite faire. C'est-à-dire que ça peut être uniquement avoir accès à la base de données, ça peut être aussi de vouloir intégrer ses propres données dans cette base de données-là. Donc il y a toujours la différence entre ce que c'est une base de données structurelle, ce que c'est une base de données matériaux, et quel est le niveau d'intégration qu'on souhaite avoir, dans, l'infrastructure de l'entreprise, tout simplement.